Lucas Martin n'était pas né pour être ordinaire. À 36 ans, il observait le coucher de soleil sur Paris depuis la fenêtre panoramique de son triplex dans le Marais, tout en faisant tourner distraitement un verre de whisky rare entre ses doigts. La vue sur la métropole s'étendait devant lui comme un tapis de lumière, un décor qui valait chaque centime des 5 millions d'euros qu'il avait payés pour la propriété. Pourtant, même entouré de tant de luxe, Lucas se sentait étrangement vide. 4 ans auparavant, il avait vendu sa start-up de logiciels de sécurité financière à une banque internationale pour 15 millions d'euros. CyberSure, l'entreprise qu'il avait créée dans son petit appartement du quartier latin quand il n'avait que 25 ans, était devenue le système de sécurité bancaire le plus utilisé du pays. La vente l'avait transformé, du jour au lendemain, en l'un des jeunes entrepreneurs les plus riches de France. Lucas prit une gorgée de whisky et fronça les sourcils, se souvenant du dîner désastreux de la veille. Chloé, la mannequin qu'il avait rencontrée par des amis communs, avait passé toute la soirée à parler de voyages internationaux, de bijoux et de voitures importées. Elle ne lui avait pas posé une seule question sur lui, l'homme, pas l'argent. Une autre profiteur, marmonna-t-il pour lui-même, posant le verre sur la table en marbre italien. Son téléphone vibra. C'était un message de Marc, son meilleur ami depuis leurs études d'ingénierie informatique à Polytechnique. « Salut Lucas, comment s'est passé le rendez-vous avec la belle ?» Lucas tapa rapidement, comme tous les autres. Elle était plus intéressée par mon patrimoine que par ma personne. « Mec, tu dois arrêter de trop étaler ta richesse. Bien sûr que tu n'attires que des femmes intéressées par l'argent comme ça. » Les mots de Marc le frappèrent comme une gifle. Était-ce possible ? Était-il inconsciemment en train d'attirer le mauvais type de personne à cause de la façon dont il se présentait? Lucas se dirigea vers le garage de l'immeuble où il gardait sa collection de voitures importées. À côté de la Porsche et de la Jaguar se trouvait une Clio de 2008 qu'il conservait pour des raisons sentimentales. C'était sa première voiture, achetée avec les économies de ses stages pendant ses études. Une idée commença à prendre forme dans son esprit. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec une détermination renouvelée. Il créa un nouveau profil sur une application de rencontre, se décrivant comme développeur freelance, ce qui n'était pas faux, puisqu'il faisait encore quelques projets pour le plaisir. Il utilisa des photos décontractées, sans signe de richesse. Lui à un salon de la technologie, jouant au football avec des amis au jardin du Luxembourg, et un simple selfie dans son appartement, soigneusement cadré pour ne pas montrer le luxe environnant. Son plan était simple mais risqué. Il rencontrerait des femmes sans révéler sa fortune, pour découvrir qui s'intéresserait réellement à lui, et non à son argent. Alors qu'il faisait glisser son doigt sur l'écran de son téléphone, une photo attira son attention. Alice Dupont, 28 ans, relations publiques. Sa biographie sur l'application mentionnait « amatrice de haute gastronomie, de voyages internationaux et de vie luxueuse ». Ces photos montraient une brune éblouissante sur des yachts, dans des restaurants étoilés et des destinations internationales. Exactement le type de personne parfaite pour son expérience. Ils eurent un match immédiat. La conversation fut fluide et Lucas maintint sa personne de développeur freelance, parlant de code et de projets, tandis qu'Alice décrivait son travail d'organisation d'événements pour des entreprises de luxe. Après 3 jours de conversation, ils convinrent d'un rendez-vous. Pour le grand jour, Lucas se prépara méticuleusement. Il enfila un jean ordinaire, un t-shirt basique en coton et des baskets sans marque célèbre. Il troqua sa montre Rolex contre une Casio numérique bon marché. Il se coiffa sans le gel importé habituel. En se regardant dans le miroir, il reconnut à peine l'homme devant lui. Il ressemblait à un Lucas d'il y a des années, avant la fortune. Il y avait quelque chose de genuin et de nostalgique dans cette image qui le fit sourire. Au lieu de demander à son chauffeur, Lucas conduisit sa propre Clio de 2008 jusqu'à la résidence de luxe de Neuilly-sur-Seine où Alice habitait. Il se gara devant le portail principal et envoya un message. « Je suis arrivé, je suis dans la voiture bleue. » Quand Alice apparut à l'entrée, la différence entre eux était frappante. Elle portait une robe rouge de marque, des chaussures à talons qui coûtaient certainement quelques milliers d'euros et un sac que Lucas reconnut comme étant d'une marque française exclusive. L'expression d'Alice en voyant la Clio fut impayable, un mélange de confusion et de déception mal dissimulée. « Salut Alice, ça va ?» Lucas sourit, sortant de la voiture pour lui ouvrir la porte. « Salut, Lucas. » Elle hésita un instant avant d'entrer dans le véhicule. « C'est ta voiture ? » « Oui, c'est elle, ma compagne depuis de nombreuses années.
Elle n'est pas luxueuse, mais elle est fiable, répondit-il naturellement, observant attentivement sa réaction. Ah, c'est charmant, dit-elle avec un sourire visiblement forcé. Et où allons-nous? Je connais un café incroyable à Belleville. C'est un peu en dehors des sentiers battus, mais le café est extraordinaire. Le malaise d'Alice augmentait à chaque kilomètre qu'il s'éloignait des quartiers chics. Quand ils arrivèrent au café, un endroit simple mais chaleureux dans une rue tranquille de Belleville, elle parvenait à peine à cacher sa déception. « C'est ici ?» demanda Alice, regardant la façade modeste. « Oui, c'est ça. Ils ont le meilleur cappuccino de la ville. Il ne coûte que 4 €. Une aubaine compte tenu de la qualité. » Ils entrèrent dans l'établissement. Tandis qu'Alice observait l'environnement avec un déplaisir visible, Lucas la conduisit à une petite table dans un coin. L'endroit était modérément rempli, avec une clientèle diversifiée, étudiants, travailleurs locaux et quelques hipsters qui avaient découvert l'authenticité du café. « Alors, tu travailles comme RP pour des marques de luxe? Ça doit être intéressant, » commença Lucas, essayant d'engager la conversation. « Oui, » répondit-elle sèchement, tandis que ses yeux erraient dans la pièce, comme si elle cherchait une sortie de secours. « J'organise des événements pour Gucci, Louis Vuitton, Cartier. » Elle marqua une pause, examinant le t-shirt basique de Lucas. « Tu ne connais probablement pas ces marques. »« En fait, si, je les connais, » répondit-il calmement, retenant un sourire. « J'ai une certaine connaissance du marché du luxe. » Alice commença alors un interrogatoire qui dissimulait à peine ses intentions. « Tu vis seul? »« Oui, j'ai mon propre logement. »« Appartement acheté ou loué? »« Acheté. Dans quel quartier? »« Ouest de Paris. » Techniquement, aucune de ces réponses n'était un mensonge. Son triplex dans le Marais se trouvait bien dans l'ouest de Paris. Mais Alice imaginait clairement quelque chose de très différent. Son téléphone sonna. Alice regarda l'écran avec un soulagement évident. « Je dois répondre, c'est un client important, » dit-elle, se levant rapidement. Lucas l'observa par la fenêtre, tandis qu'elle parlait au téléphone sur le trottoir, son visage complètement transformé. Elle souriait, gesticulait avec animation, elle semblait être une autre personne. Quand elle revint à table, son visage était de nouveau grave. « Lucas, je suis désolé, mais je dois y aller. Une urgence au travail. Un client très important a des problèmes avec un événement que nous organisons. »« Ah, dommage. Mais ce n'est pas grave, nous pouvons nous revoir un autre jour, » proposa-t-il, sachant déjà quelle serait la réponse. « Bien sûr, je t'envoie un message, » répondit-elle automatiquement, attrapant déjà son sac. Lucas paya l'addition, 8 € pour les 2 cappuccinos, et Alice n'offrit même pas de partager la somme. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était assourdissant. En arrivant à sa résidence, Alice finit par parler. « Écoute, Lucas, je pense qu'il vaut mieux être honnête. Tu as l'air d'être un type sympa, mais je ne pense pas que nous soyons faits l'un pour l'autre. »« Et pourquoi ? » ?»« Nous nous connaissons à peine, » la provoqua-t-il doucement. Elle hésita un instant, mais décida alors d'être brutalement honnête. « Nous sommes à des étapes différentes de la vie. Je fréquente des endroits exclusifs, je voyage régulièrement à l'étranger, je porte des vêtements de marque. J'ai besoin de quelqu'un qui soit au même niveau financier que moi. Tu penses que je ne peux pas te suivre dans ce style de vie? Sans offense, mais tu conduis une Clio de 2008. Tu m'as amené dans un café à 4 € et tu portes des vêtements qui semblent achetés dans un grand magasin. Donc non, je ne pense pas que tu puisses. » Lucas hocha calmement la tête. « Je te remercie de ta sincérité, Alice. » Elle sortit de la voiture sans prendre congé correctement. Tandis qu'il observait Alice marcher rapidement vers le portail de la résidence, Lucas ne ressentait pas de colère, seulement une étrange gratitude. Elle avait été complètement honnête sur ses valeurs. Elle préférait le statut et l'argent aux connexions authentiques. L'expérience avait commencé. Dans les jours qui suivirent le rendez-vous désastreux avec Alice, Lucas se plongea dans ses activités habituelles, mais avec un nouveau regard. Lors des réunions avec les investisseurs, il observait comment les gens se comportaient différemment autour de lui, connaissant sa fortune. Dans les restaurants de luxe qu'il fréquentait, il remarquait les regards d'intérêt qu'il recevait des femmes lorsqu'il arrivait dans sa Porsche. Une semaine plus tard, son ami Marc l'invita à déjeuner dans le 8e arrondissement. « Alors, comment se passe l'expérience sociale ?» demanda Marc tout en coupant son filet. « Éclairant, » répondit Lucas, faisant tourner son verre de vin rouge. « Elle m'a largué dès qu'elle a réalisé que je n'étais pas riche. Elle a été très directe. » Marc secoua la tête. « Et à quoi t'attendais-tu? Tu as spécifiquement choisi une femme qui affiche le luxe sur toutes ses photos. »
Exactement. C'était un test contrôlé. Lucas sourit. Mais maintenant, je veux étendre l'expérience. Rencontrer des gens dans des environnements où l'argent n'est pas le centre de l'attention. J'ai une idée, dit Marc, se penchant sur la table. Ma copine Pauline coordonne un projet social d'inclusion numérique à Saint-Denis. Ils ont toujours besoin de bénévoles pour donner des cours de programmation de base. Les yeux de Lucas brillèrent. Parfait. Quand puis-je commencer? 2 semaines plus tard, un samedi après-midi, Lucas gara sa Clio devant une école municipale en périphérie de Paris. Vêtu d'un jean, d'un t-shirt basique et de baskets, il portait un ordinateur portable usagé qu'il gardait pour des travaux simples. Personne là-bas ne se douterait qu'il pourrait acheter l'immeuble entier s'il le voulait. À l'entrée de l'école, il fut accueilli par une femme d'environ 30 ans, aux cheveux bouclés noués en un chignon désordonné, des lunettes à monture colorée et un sourire accueillant qui illuminait tout son visage. « Tu dois être Lucas. Marc m'a beaucoup parlé de toi. Je suis Louise Laurent, la coordinatrice du projet. » Quelque chose dans la spontanéité de ce sourire fit ressentir à Lucas un léger picotement dans les mains en serrant la sienne. « Enchanté, Louise. J'ai hâte d'aider. »« Super. Nous allons avoir beaucoup de travail. Nous avons 20 adolescents qui attendent d'apprendre à créer des sites web et des applications. La salle de classe improvisée était équipée d'anciens ordinateurs donnés par des entreprises. Louise présenta Lucas aux élèves, des jeunes de 14 à 17 ans, la plupart issus de familles à faible revenu, mais avec des yeux brillants de curiosité. Pendant 3 heures, Lucas enseigna les concepts de base de la programmation avec une patience qu'ils ne se connaissaient même pas. Louise circulait dans la salle, aidant individuellement les élèves qui avaient le plus de difficultés. Occasionnellement, leurs regards se croisaient, et elle souriait d'une manière qui faisait battre le cœur de Lucas plus fort. À la fin du cours, tandis que les élèves sortaient animés en commentant leur premier code, Louise s'approcha. « Tu as été incroyable, Lucas. Les jeunes ont adoré. Tu es sûr de n'avoir jamais enseigné auparavant ?» Il rit. « Absolument sûr. J'ai juste expliqué comme je savais, sans complication. »« C'est exactement ce dont nous avons besoin ici, » répondit-elle, rangeant du matériel dans son sac à dos usé. « Des gens qui simplifient le compliqué et non l'inverse. Puis-je t'inviter à prendre un café? Il y a une boulangerie ici près qui fait un pain au chocolat, qui, dit-on, est imbattable, » suggéra Lucas, se surprenant lui-même par la spontanéité de l'invitation. Louise sembla réfléchir un instant. « Pourquoi pas? Je mérite un pain au chocolat après un samedi de travail. » La boulangerie était un établissement familial, avec des tables en formica et un comptoir vitré présentant des friandises faites maison. Rien de comparable au café gourmand que Lucas fréquentait habituellement, mais l'odeur du café frais et des pains fraîchement sortis du four créait une atmosphère chaleureuse, impossible à reproduire dans des environnements plus sophistiqués. « 2 cafés et une portion de pain au chocolat, s'il vous plaît, » demanda Lucas au comptoir. Ils s'assirent près de la fenêtre, observant l'animation de la rue, des familles se promenant, des enfants jouant, le pouls authentique d'un quartier populaire de Paris. « Alors Marc m'a dit que tu travaillais dans la programmation. Freelance, c'est ça ?» demanda Louise, mordant dans un pain au chocolat. « C'est ça, » confirma Lucas maintenant son histoire. « Je fais des projets pour différentes entreprises, principalement dans le domaine de la sécurité numérique. Ça doit être bien d'avoir cette liberté. Moi, j'enseigne les mathématiques dans le public en semaine et je coordonne ce projet le samedi. » 2 professions exigeantes, et mal rémunérées, compléta-t-elle avec un rire sans amertume, mais gratifiantes d'autre façon. Voir un élève comprendre un concept complexe, aucun argent ne peut payer cette sensation. Lucas l'observait avec une admiration croissante. Il y avait une authenticité chez Louise qu'il rencontrait rarement dans son cercle social habituel. « Et toi, qu'est-ce qui t'amène à un projet bénévole? Marc a mentionné que vous vous connaissez de la fac. » « Oui, nous avons étudié ensemble à Polytechnique. Quant au bénévolat ?» Lucas marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Après des années passées à ne me concentrer que sur ma carrière, j'ai senti que je perdais le contact avec le monde réel. Je voulais faire quelque chose de significatif, tu sais. » Louise l'étudia un instant, comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. « Je comprends parfaitement. Il est facile de rester enfermé dans sa propre bulle. » La conversation coula naturellement pendant 2 heures. Ils parlèrent de livres, de films, de problèmes sociaux, de rêves. Aucun interrogatoire sur les finances ou le statut, juste 2 personnes véritablement intéressées l'une par l'autre.
Quand le soleil commença à se coucher, ils marchèrent ensemble jusqu'au parking de l'école. « Merci pour le café et la compagnie », dit Louise, s'arrêtant à côté d'une vieille moto. « C'est ta moto ?» demanda Lucas, surpris. « Oui, ma chérie, une Honda de 1998 que j'ai héritée de mon père. Elle n'est pas luxueuse, mais elle m'emmène partout. » Elle mit son casque. « Tu viens samedi prochain ?»« Je ne le manquerai pour rien au monde, » répondit Lucas, ressentant une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les samedis suivants, Lucas continua ses cours bénévoles. Chaque semaine, Louise et lui devenaient plus proches. Après les cours, ils trouvèrent toujours une excuse pour prolonger le temps passé ensemble. Un café, une promenade dans le quartier, une visite à un marché aux livres local. L'un de ces samedis, Lucas l'invita à dîner. « Je connais un restaurant familial dans un quartier traditionnel parisien. Rien de très sophistiqué, mais les pâtes sont divines, suggéra-t-il. « J'adore la cuisine italienne, » répondit Louise avec enthousiasme. « Mais puis-je suggérer quelque chose de différent? Il y a un bar de jazz à Oberkampf. Un ami à moi y joue le samedi. On pourrait y dîner et profiter de la musique. » Lucas sourit, agréablement surpris par la suggestion. Parfait. Ce soir-là, Lucas passa chez lui pour se changer, résistant à l'envie de porter ses vêtements de marque. Il opta pour une chemise plus habillée, mais toujours discrète, et un jean propre. Au volant de sa Clio, il passa devant la rue où habitait Louise, un immeuble simple dans le 14e arrondissement. Elle l'attendait sur le trottoir, vêtue d'une robe fleurie sans prétention, mais qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Ses cheveux bouclés étaient lâchés, encadrant son visage d'une manière qui fit retenir sa respiration à Lucas un instant. « Tu es magnifique, » dit-il sincèrement. « Merci, » répondit Louise avec une légère rougeur. « C'est juste une vieille robe que j'aime beaucoup. » Le bar de jazz était un endroit petit et confortable, avec un éclairage tamisé et des tables en bois foncé. L'ami de Louise, un saxophoniste talentueux, lui fit un signe de la main depuis la petite scène. Ils commandèrent des tapas et du vin de la maison. Entre conversation et rire, bercé par le jazz doux, Lucas réalisa quelque chose qui l'effraya. Il était en train de tomber amoureux, non pas de l'apparence extérieure ou du statut, mais de l'essence de Louise, son intelligence, sa passion pour ce qu'elle faisait, son authenticité. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, remarquant son moment d'introspection. « À quel point il est facile d'être avec toi » répondit-il honnêtement. Sans prétention ni attente. C'est comme ça que ça devrait être. Tu ne crois pas? Des personnes réelles qui se connectent vraiment, pas des personnages jouant des rôles sociaux. Ces mots le touchèrent profondément. N'était-ce pas exactement ce qu'il faisait? Jouer un rôle? La culpabilité commença à le déranger. Plus il aimait Louise, plus il serait difficile de lui dire la vérité un jour. À la fin de la soirée, il la raccompagna chez elle. Devant la porte de l'immeuble, il y eut ce moment d'hésitation, cette tension électrique qui précède un premier baiser. « Puis-je te revoir en dehors du projet ?» demanda Lucas, sa voix plus douce que d'habitude. Louise sourit, se rapprochant un peu plus. « Je pensais que nous nous voyions déjà en dehors du projet. »« Tu as compris, » rit-il nerveusement. « Je veux dire, officiellement, un vrai rendez-vous. Ce n'était pas un vrai rendez-vous. »« Si, si, » admit Lucas, se perdant dans son regard. « Alors, que dirais-tu d'un autre ?» En réponse, Louise s'approcha et l'embrassa doucement. Un baiser bref, mais chargé de promesses. « Cela répond-il à ta question ?» murmura-t-elle. Lucas hocha la tête sans voix. Quand elle entra dans l'immeuble et que la porte se referma, il resta là quelques minutes, assimilant ce qu'il ressentait. C'était différent de tout ce qu'il avait jamais connu, plus pur, plus authentique. En rentrant chez lui, Lucas fit face à un dilemme grandissant. Chaque jour passé avec Louise, le mensonge par omission pesait davantage. Elle méritait de savoir qui il était vraiment. Mais si la vérité changeait tout, et si elle se sentait trahie ou pire, si son comportement changeait en apprenant sa fortune? La simple idée de perdre l'authenticité de cette relation le terrifiait. Pour la première fois depuis des années, Lucas Martin, le multimillionnaire, avait quelque chose de précieux que son argent ne pouvait garantir, quelque chose qui, ironiquement, sa richesse pourrait détruire. Dans les semaines qui suivirent, la relation entre Lucas et Louise s'épanouit naturellement. Ils partageaient des moments simples qui, pour Lucas, avaient un goût de nouveauté. Regarder le coucher de soleil au jardin du Luxembourg, manger une glace dans un glacier de quartier,
explorer des marchés artisanaux sur des places publiques. Des expériences quotidiennes que Lucas avait oubliées au milieu des réunions d'entreprise, des voyages internationaux et des événements de luxe. Un soir, assis sur un banc d'une place animée de Paris après avoir visité le traditionnel marché aux puces, Louise posa sa tête sur l'épaule de Lucas tout en savourant des beignets achetés à un vendeur ambulant. « Tu sais ce qui est drôle ?» demanda-t-elle, observant les gens qui passaient. « Je ne t'ai jamais demandé où tu habitais. » Lucas sentit une légère oppression à l'estomac. « C'est vrai, ça dit quelque chose sur nous, tu ne trouves pas ? Normalement, c'est l'une des premières questions que les gens posent, avec « Qu'est-ce que tu fais ?» Comme si notre localisation géographique et notre profession définissaient qui nous sommes. « Et qu'est-ce qui nous définit, à ton avis ?» demanda Lucas, sincèrement curieux. Louise réfléchit un instant. « Nos choix, les livres que nous lisons, les causes que nous défendons, la façon dont nous traitons les gens qui ne peuvent rien nous offrir en retour. » Elle haussa les épaules. « Des choses qui ne rentrent pas dans un CV ou une application de rencontre. » Lucas la regarda avec une admiration croissante. Dans son monde des affaires, rares étaient ceux qui pensaient ainsi. « Mais maintenant, je suis curieuse, » continua-t-elle avec un sourire enjoué. « Où habites-tu finalement ?»« Ouest de Paris, » répondit-il, maintenant la demi-vérité qu'il avait utilisée avec Alice, mais se sentant de plus en plus mal à l'aise avec l'omission. « Ah, nous sommes pratiquement voisins alors. Moi à Montmartre, vous... Où exactement ?» Le moment inévitable était arrivé. Cédric hésita puis opta pour une vérité partielle. Neuilly-sur-Seine. Les sourcils de Louise se haussèrent légèrement. Waouh! Un quartier cher pour un programmeur freelance. Je partage un appartement, mentit Cédric, se détestant pour cela. Un ami a hérité de l'endroit de ses parents et me loue une chambre à un prix d'ami. Le mensonge sortit facilement, ce qui le troubla encore plus. Louise hocha simplement la tête, acceptant son explication sans poser de questions. Sa confiance ne faisait qu'accroître son sentiment de culpabilité. Le lendemain, Cédric retrouva Marc pour un café à Saint-Germain-des-Prés. « Je suis pris dans ma propre toile de mensonges », confessa-t-il, après avoir raconté l'épisode de la veille. « Chaque fois que j'invente quelque chose de nouveau, je me sens pire. » Marc l'étudia par-dessus sa tasse. « Pourquoi ne dis-tu pas la vérité alors ?» J'ai peur de sa réaction. Et si elle se sentait trahie? Ou pire, et si elle changeait avec moi? Si elle change, alors ce n'est pas la personne que tu crois qu'elle est, répondit Marc pragmatiquement. Mais tu ne peux pas construire quelque chose de réel sur une fondation de mensonges, mon vieux. Les mots de son ami résonnèrent dans son esprit le reste de la journée. Cédric savait qu'il devait dire la vérité, mais il voulait le bon moment, quand il serait sûr que ce qu'ils avaient était assez fort pour supporter la révélation. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, le destin préparait un retournement inattendu. L'Institut culturel français annonçait son bal de bienfaisance annuel, l'un des événements mondains les plus prestigieux de Paris. En tant que principal sponsor, ayant fait don de 3 millions d'euros pour des projets éducatifs, Cédric ne pouvait pas manquer à l'appel. Dans ce monde-là, il n'était pas le programmeur freelance Cédric, mais l'homme d'affaires prospère Cédric Mendonça, dont la présence était requise à tout événement de haut niveau. L'après-midi du bal, Cédric se préparait dans son appartement, ajustant la cravate de son smoking italien sur mesure, lorsque son téléphone sonna. C'était Louise. « Salut, ma belle » répondit-il, sentant cette familiarité au creux de l'estomac. « Cédric, tu ne vas pas le croire. Tu te souviens du projet que j'ai soumis à l'appel d'offres de l'Institut culturel français? Nous avons été sélectionnés. Nous allons recevoir un financement pour étendre le programme d'inclusion numérique à 5 écoles supplémentaires. C'est incroyable, Louise. Félicitations. » La joie dans sa voix était contagieuse, mais Cédric sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'Institut culturel français, le même que pour la soirée de bienfaisance de ce soir. « Et ce n'est pas tout, » continua-t-elle, contenant à peine son excitation. « Nous avons été invités au bal de bienfaisance ce soir. Apparemment, tous les projets sélectionnés auront des représentants là-bas pour le réseautage. C'est fou, non? Moi, à une fête de la haute société. » Le monde de Cédric s'écroula. Ce serait ce soir, alors, la rencontre inévitable de ces deux mondes. « C'est merveilleux », parvint-il à dire, son esprit cherchant désespérément une solution. « Je suis tellement nerveuse. Je n'ai jamais été à quelque chose comme ça. Je n'ai même pas de tenue appropriée. Je fouille mon placard en désespoir. Je suis sûr que tu seras magnifique avec n'importe quoi.
répondit-il automatiquement, tout en calculant ses options. Annuler sa participation, impossible, en tant que principal sponsor. Demander à Louise de ne pas y aller, impensable, c'était une opportunité unique pour elle et le projet. « Je peux te retrouver là-bas » demanda Louise. « Je sais que nous avions prévu de regarder un film aujourd'hui, mais c'est tellement important pour le projet. Tu comprends, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que je comprends, » répondit Cédric, résigné. « On se retrouve là-bas. » Raccrochant le téléphone, Cédric regarda son reflet dans le miroir. L'homme d'affaires millionnaire en smoking de retour, si éloigné de l'homme simple que Louise connaissait. La collision était désormais inévitable. Quelques heures plus tard, le bal de bienfaisance battait son plein dans le salon doré du Ritz Paris. La crème de la société parisienne circulait entre coupes de champagne et plateaux de canapé. Cédric, comme toujours, était l'un des centres d'attention. Des hommes d'affaires voulaient discuter de partenariats possibles, des mondaines cherchaient des introductions, de jeunes entrepreneurs imploraient quelques minutes de son temps. Les yeux constamment fixés sur l'entrée, Cédric tentait de garder son sang-froid tout en conversant avec un sénateur et son épouse. C'est alors qu'il la vit. Louise entra dans le salon, vêtue d'une robe bleu marine, simple mais élégante, clairement la meilleure qu'elle avait pu trouver dans sa garde-robe. Ses cheveux étaient arrangés en un chignon élaboré, probablement l'œuvre d'une amie. Malgré tout, au milieu des robes de haute couture et des bijoux valant des millions, elle semblait déplacée mais toujours radieuse. Leurs regards se croisèrent à travers le salon. Son expression passa rapidement de la nervosité au choc, puis à la confusion et finalement à la peine. Cédric s'excusa immédiatement auprès du sénateur et se dirigea vers elle. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, il fut intercepté par le présentateur de l'événement. « Monsieur Mendonça, exactement qui nous cherchions. Nous avons besoin de notre principal sponsor pour la photo officielle et pour dire quelques mots. » « Ce n'est pas le bon moment, » tenta d'expliquer Cédric, mais il était déjà conduit vers la scène. De là, il vit Louise se faire aborder par Marc et Pauline, qui essayaient manifestement d'expliquer la situation. L'expression de trahison sur son visage était évidente même à distance. Le cœur lourd, Cédric monta sur scène. Sous les projecteurs brillants, il fut présenté comme le visionnaire Cédric Mendonça, qui a vendu son entreprise de logiciels pour plus de 40 millions d'euros et consacre désormais une partie de sa fortune à des causes sociales. Des applaudissements résonnèrent dans le salon tandis que Cédric cherchait Louise du regard. Elle était toujours là, immobile près d'une colonne, ses yeux fixés sur lui, non pas avec colère, mais avec quelque chose qui faisait beaucoup plus mal, de la déception. Le discours que Cédric avait préparé sur l'importance de l'éducation technologique semblait désormais vide et hypocrite. Au lieu de cela, il improvisa quelque chose de bref sur la croyance dans le potentiel transformateur de l'éducation et remercia toutes les personnes impliquées dans les projets. Dès qu'il put quitter la scène, Cédric chercha désespérément Louise, mais elle avait disparu. Marc s'approcha avec une expression grave. « Elle est partie. Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« La vérité, que tu es Cédric Mendonça, le millionnaire qui a vendu une entreprise de technologie, que tu étais impliqué dans une expérience sociale. » Cédric ferma les yeux. Le mot « expérience » sonnait terriblement. Où est-elle allée? Je ne sais pas, mais si j'étais toi, je lui donnerais du temps pour digérer tout ça. Ignorant le conseil, Cédric quitta la fête immédiatement. Sur le parking, il congédia son chauffeur et prit les clés de sa Porsche. Il n'y avait plus de raison de maintenir les apparences. Il se dirigea directement vers l'appartement de Louise à Montmartre. En chemin, il l'appela plusieurs fois, mais tous les appels tombèrent sur la messagerie vocale. Se garant devant son immeuble, il remarqua que les lumières de l'appartement étaient éteintes. Malgré tout, il monta et frappa à la porte. Pas de réponse. De retour à sa voiture, il envoya un message. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'était pas seulement une expérience. Ce que je ressens pour toi est réel. » La réponse vint presque immédiatement. « Comment puis-je savoir ce qui est réel avec toi ?» Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Il savait qu'il le méritait, mais cela faisait toujours mal. Cédric passa la nuit blanche, repassant mentalement les événements. Le matin, il tenta à nouveau l'appartement de Louise, mais un voisin l'informa qu'elle était partie tôt avec une petite valise. Au projet social, personne n'avait d'informations sur son whereabouts. Pauline, la petite amie de Marc, dit seulement que Louise avait demandé quelques jours de congé pour raisons personnelles. Pendant une semaine entière, Cédric tenta tous les moyens de contact,
Messages sans réponse, emails retournés avec des réponses automatiques, appels qui allaient directement à la messagerie vocale. C'était comme si Louise avait complètement disparu de sa vie. Dans son appartement luxueux, Cédric regardait par la fenêtre panoramique la ville qui s'étendait en contrebas. Jamais son empire n'avait semblé aussi vide, ses conquêtes aussi insignifiantes. L'homme qui pouvait acheter pratiquement n'importe quoi ne pouvait pas acheter ce qu'il voulait le plus. Une seconde chance. C'est alors que son téléphone sonna avec un message. C'était de Louise. Juste 4 mots qui firent bondir son cœur. « Nous pouvons parler, demain 15 heures. » Cédric choisit soigneusement le lieu de rendez-vous, le même café simple de Belleville où tout avait commencé avec les cours bénévoles. Un territoire neutre, loin du luxe de sa vie réelle et des souvenirs qu'ils avaient construits ensemble. Il arriva 20 minutes en avance, vêtu d'un jean et d'un t-shirt basique, non pas pour faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas, mais parce qu'il savait que c'était ainsi que Louise l'avait connu et peut-être se sentirait plus à l'aise. Quand elle entra, Cédric sentit son cœur s'accélérer. Louise semblait fatiguée, avec de légères cernes qui trahissaient des nuits agitées. Elle était vêtue simplement comme toujours, jean, t-shirt et une veste légère, mais il y avait une nouvelle réserve dans sa posture. « Salut » dit-elle sèchement, s'asseyant en face de lui. « Merci d'être venu » répondit-il, résistant à l'envie de prendre sa main sur la table. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Cédric commanda 2 cafés. Il savait exactement comment elle aimait le sien. « Où étais-tu » demanda-t-il finalement. « Chez ma sœur à Lyon. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. » Elle marqua une pause. L'étudiant. « J'ai l'impression de ne pas te connaître vraiment. Alors j'avais besoin de prendre du recul pour organiser mes pensées. Tu me connais, Louise, mieux que la plupart des gens. » Elle laissa échapper un rire sans joie. « Je connais. Quelle partie est réelle, Cédric, ou dois-je t'appeler Monsieur Mendonça ?» La façon dont elle prononça son nom de famille portait une amertume qui le fit se recroqueviller intérieurement. « Tout ce que nous avons vécu ensemble était réel, » insista-t-il. « Mes sentiments, nos conversations, le temps que nous avons passé ensemble, rien de tout cela n'était un simulacre. Mais tu as fait semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. J'ai omis une partie de moi, ma situation financière. Mais l'homme qui donnait des cours de programmation, qui a parlé avec toi de livres et de films, qui est tombé amoureux de toi, c'est moi. » Ses yeux s'adoucirent légèrement à la mention du mot « amoureux », mais la blessure était toujours là. « Pourquoi, Cédric ? Pourquoi toute cette mise en scène ?» Il inspira profondément. C'était l'heure de la vérité complète. Après avoir vendu mon entreprise, ma vie a radicalement changé. Soudain, j'avais plus d'argent que je n'aurais jamais rêvé, et les gens autour de moi ont également changé. D'anciens amis ont commencé à demander des prêts. Des connaissances sont réapparues avec des propositions d'affaires douteuses, et chaque femme que je rencontrais semblait plus intéressée par mon patrimoine que par moi. Louise l'écoutait attentivement, son café refroidissant, intact. J'étais fatigué d'être vu comme un distributeur de billets sur pattes. J'ai eu un rendez-vous particulièrement désagréable avec une femme appelée Aline, qui m'a explicitement rejeté parce qu'elle pensait que j'étais pauvre. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire ce test. « Test », répéta Louise, le mot sonnant amer. « Alors j'ai fait partie d'une expérience sociale, un cobaye pour prouver ta théorie sur les femmes. » « Non, je veux dire au début peut-être, mais tout a changé quand je t'ai rencontré. » Cédric se pencha en avant, ses yeux implorant la compréhension. « Tu étais différente dès le premier instant. Tu n'as pas posé de questions sur ma situation financière. Tu ne t'es pas soucié de la voiture que je conduisais ou des vêtements que je portais. »« Parce que ces choses ne m'importent pas, » répondit-elle simplement. « Exactement. Et plus nous passions de temps ensemble, plus je voulais dire la vérité. Mais j'avais peur. » « Peur de quoi ? De perdre ce que nous avions. Que tu changes avec moi en apprenant que je suis riche. Ou pire, que tu te sentes trahi parce que j'avais caché cela. Ce qui est exactement ce qui s'est passé. » Il marqua une pause douloureuse. « L'ironie, c'est que j'ai créé le problème que j'essayais d'éviter. » Louise but une gorgée de son café, qui était déjà tiède, considérant ses paroles. « Tu sais ce qui m'a le plus blessé ?» demanda-t-elle finalement. « Ce n'était pas de découvrir que tu es riche, c'était de réaliser que tu ne m'as pas fait assez confiance pour me dire la vérité. »« Je voulais te le dire, » insista Cédric. « Plusieurs fois j'ai failli, mais tu as décidé de continuer à mentir, » compléta-t-elle. « Tu savais que je le découvrirais un jour, n'est-ce pas ? » « Oui, »
admit-il. Mais chaque jour qui passait, le mensonge devenait plus grand et plus difficile à avouer. Et pendant ce temps, je t'ouvrais ma vie. Je parlais de mes difficultés financières, de comment j'économisais pour voyager pendant les vacances, de choisir entre réparer le réfrigérateur ou la douche. Sa voix se brisa. Comment penses-tu que je me suis senti en sachant que tu écoutais tout cela, en pouvant résoudre tous ces problèmes d'un claquement de doigts? Cédric n'avait pas de réponse. Il n'avait jamais pensé sous cet angle, à quel point son mensonge pouvait rendre Louise vulnérable et exposée. « Je suis désolé, dit-il finalement. Je le suis vraiment. J'ai été égoïste et insensible. » Un nouveau silence s'installa, moins tendu que le précédent, mais chargé d'incertitude. « Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant, Cédric ?» demanda Louise enfin. « Pourquoi m'as-tu appelé ici ?»« Je veux une seconde chance, » répondit-il sans hésiter. « Je veux recommencer avec toute la vérité sur la table, sans plus de secrets ni d'omissions. » Elle l'étudia longuement. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Je comprends, dit-il, le cœur serré. Mais si tu me donnes une chance, je promets de ne plus jamais te mentir, et je comprendrai si tu as besoin de temps. » Louise respira profondément, tapotant ses doigts sur la table. Une habitude qu'il connaissait bien, signe qu'elle traitait quelque chose d'important. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « Je ne peux rien promettre maintenant. » Ce n'était pas ce qu'il espérait, mais c'était mieux qu'un refus définitif. « Je peux attendre, » assura-t-il. Quand ils se séparèrent sur le trottoir devant le café, Cédric résista à l'envie de l'embrasser. Il la regarda s'éloigner, incertain s'il retrouverait un jour sa confiance. Les jours suivants, Cédric se plongea dans le travail pour se distraire. Il révisa des investissements, participa à des réunions de conseil, évalua de nouveaux projets, le tout sans l'enthousiasme habituel. Chaque soir, il vérifiait son portable de manière obsessionnelle, attendant un message qui n'arrivait pas. Le samedi suivant, il décida d'aller au projet social de Saint-Denis, même sans savoir si Louise serait là ou s'il serait le bienvenu. Le minimum qu'il pouvait faire était d'honorer son engagement envers les élèves. À sa surprise, en arrivant à l'école, il trouva les jeunes enthousiastes avec l'installation de nouveaux ordinateurs, des machines de dernière génération qui remplaçaient les anciens modèles obsolètes. « C'était incroyable », expliqua l'un des adolescents en allumant fièrement son nouvel équipement. Une entreprise a tout donné d'un coup. Ils ont même installé la fibre optique. Le cœur de Cédric se serra. Ce n'était pas son initiative. Pauline, la petite amie de Marc, s'approcha. « Elle est dans la salle des professeurs, » dit-elle, sans qu'il ait besoin de demander. Cédric trouva Louise en train d'organiser du matériel, concentrée sur son travail. Quand elle leva les yeux et le vit, son visage ne montra aucune surprise. « Qui a fait don des ordinateurs ?» demanda-t-il directement. « Une entreprise de technologie. Apparemment, ils ont été impressionnés par notre présentation au bal de bienfaisance. »« Je n'ai rien à voir avec ça, » assura Cédric. « Je sais. J'ai vérifié personnellement avant d'accepter le don, » répondit-elle, posant une pile de manuels sur la table. « C'était l'entreprise de Ricardo Peixoto, tu connais ?»« Oui, un concurrent, » confirma Cédric, sentant une pointe de jalousie professionnelle mêlée de soulagement qu'elle ne pense pas qu'il essayait de l'acheter. « Tu vas donner cours aujourd'hui ?» demanda Louise, d'un ton neutre qui ne révélait pas ses sentiments. « Si ça ne te dérange pas. Les élèves te manqueraient. »« Et toi ?» Un bref silence s'installa avant qu'elle ne réponde. « Moi aussi. » C'était une petite ouverture, mais suffisante pour que Cédric ressente une étincelle d'espoir. Ce jour-là, il donna cours avec un enthousiasme renouvelé, conscient du regard de Louise se posant occasionnellement sur lui. En fin d'après-midi, alors que les élèves se dispersaient, elle s'approcha. « On peut parler ? Il y a un parc juste à côté. » Ils marchèrent côte à côte jusqu'à une modeste place avec quelques bancs et des arbres qui offraient une ombre généreuse. Des enfants jouaient dans une petite aire de jeu tandis que des personnes âgées jouaient aux dames sur des tables en béton. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença Louise, s'asseyant sur un banc. « À nous, à la confiance, à ce qui compte vraiment. » Cédric attendit, le cœur battant. « J'ai été très blessée, » continua-t-elle. « Non pas par l'argent, mais par le mensonge. Ça m'a fait remettre en question tout ce que nous avons vécu. »« Je comprends, » murmura-t-il. « Mais alors j'ai réalisé quelque chose. Tu as menti sur ta situation financière, pas sur tes valeurs ou ton caractère. » Elle se tourna pour le regarder directement. « L'homme que j'ai connu, celui qui a la patience d'enseigner, qui se soucie des autres, qui me regarde comme si j'étais spécial, cet homme est réel ou fait-il aussi partie de la mise en scène ?
Il est réel, répondit Cédric sans hésiter. Plus réel que n'importe quelle autre version de moi qui ait jamais existé. Louise hocha lentement la tête. J'ai parlé avec Marc. Il m'a raconté comment tu étais avant. Toujours entouré de personnes superficielles, jamais vraiment connecté à personne. Il a raison. Je vivais dans une bulle dorée, mais vide. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Il a aussi mentionné comment tu as changé depuis que tu m'as rencontré. Comme tu semblais plus heureux, plus centré. Je n'ai jamais été aussi heureux que dans les moments que j'ai passés avec toi, confessa Cédric. En conduisant cette vieille Clio, en mangeant des viennoiseries dans des boulangeries de quartier, en regardant le coucher de soleil dans le parc. C'était comme redécouvrir le monde. Tu sais ce qui est ironique? Louise eut un rire doux. Au fond, tu voulais être aimé pour ce que tu es, pas pour ton argent. Et je voulais la même chose, être valorisé pour ce que je suis, pas pour ma condition sociale. Nous cherchions la même chose. Cédric n'avait jamais pensé sous cet angle, mais elle avait absolument raison. Je suis prête à essayer à nouveau, dit Louise finalement, mais à une condition. N'importe quoi, répondit-il promptement. Honnêteté totale à partir de maintenant. Plus de secrets, plus de tests, plus de personnages, juste deux êtres humains essayant de construire quelque chose ensemble. Je promets, dit Cédric, ressentant un immense soulagement. Rien d'autre que la vérité à partir de maintenant. Et je ne veux pas que tu changes quoi que ce soit dans ma vie sans me consulter d'abord, ajouta-t-elle fermement. Pas de cadeaux chers surprises, de factures payées mystérieusement ou de dons anonymes. Nous devons construire une relation d'égo, même avec des disparités financières. D'accord, convint Cédric. Nous irons à ton rythme. Louise tendit la main comme pour sceller un accord professionnel. Cédric la prit, sentant la chaleur réconfortante de sa peau. Lentement, il la tira plus près, et quand elle ne résista pas, l'enlaça dans une étreinte qui exprimait plus que des mots. Là, dans un simple parc de la banlieue de Paris, l'homme qui possédait des millions redécouvrit que la vraie richesse ne se mesurait pas en euros, mais en moments d'authenticité. La leçon lui avait coûté cher. Il avait failli perdre la seule personne qui se souciait vraiment de l'homme au-delà de la fortune. Tandis qu'ils observaient le soleil commencer à se coucher derrière les immeubles lointains, Gaël réalisa que sa longue expérience était enfin arrivée à son terme. La réponse qu'il cherchait avait toujours été là. Le véritable amour ne pouvait être testé ou forgé. Il existait simplement, dénué de prétentions, de titres ou de comptes en banque. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur réconciliation. Gaël et Louise construisaient avec soin une relation basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Comme promis, Gaël n'avait pas essayé de changer son mode de vie avec son argent. Il continuait de fréquenter les mêmes lieux simples, de partager les dépenses, et il respectait son indépendance financière. Cependant, Gaël révéla progressivement d'autres aspects de sa vie réelle. Il invita Louise à découvrir son penthouse à Neuilly-sur-Seine, l'emmena dans certains des restaurants qu'il fréquentait et la présenta à des amis du monde de l'entreprise. À son grand soulagement, elle s'adapta naturellement, ne semblant jamais éblouie ou mal à l'aise. « C'est impressionnant comme tu transites entre ces mondes », commenta-t-il un soir, après un dîner avec d'importants investisseurs où Louise avait charmé tout le monde par son intelligence et son authenticité. « Les gens sont des gens, indépendamment de leur compte en banque », répondit-elle simplement. De plus, j'ai grandi en voyant mon père, qui était mécanicien, réparer les voitures d'entrepreneurs, de politiciens, d'artistes. Il m'a appris que nous devons respecter tout le monde de la même manière, mais ne jamais nous laisser intimider par les titres ou les possessions. C'était cette vision du monde qui faisait que Gaël tombait de plus en plus amoureux d'elle. Louise apportait un équilibre à sa vie qu'il n'avait jamais connu, un rappel constant des valeurs réelles, au-delà des chiffres. Un samedi matin, alors qu'ils prenaient le café sur le balcon du penthouse de Gaël avec vue sur le parc Monceau, Louise mentionna un gala qui aurait lieu la semaine suivante. L'Institut culturel français organise une cérémonie pour les projets financés. Notre programme d'inclusion numérique de la Courneuve sera honoré, commenta-t-elle, feuilletant l'élégante invitation. Je sais que tu dois avoir beaucoup de ces événements, mais j'aimerais que tu m'accompagnes. Ce serait important pour moi. Bien sûr que j'irai, répondit Gaël, caressant sa main sur la table. Je suis fier de ce que vous avez accompli. Ce que Gaël ne mentionna pas, c'est qu'en tant que principal mécène de l'Institut, il ne serait pas seulement présent, mais serait l'un des lauréats de la soirée. Certains aspects de sa vie le surprenaient encore lorsqu'ils entraient en collision avec la nouvelle réalité qu'il construisait aux côtés de Louise. Le soir de l'événement,
Gaël vint chercher Louise à son appartement de Montmartre. Elle était éblouissante dans une robe bleu pétrole simple mais élégante, achetée spécialement pour l'occasion, comme elle avait tenu à le préciser, avec ses propres économies. « Tu es absolument magnifique », dit-il sincèrement. « Et toi, très élégant dans ce smoking ?» répondit Louise, ajustant sa cravate papillon avec un sourire. « Nous formons un beau couple, n'est-ce pas? Le plus beau de la soirée, c'est sûr. » L'événement se déroulait au Théâtre du Châtelet à Paris, un cadre majestueux avec son architecture néoclassique et ses détails dorés. En entrant dans le hall illuminé par des lustres en cristal, plusieurs invités importants saluèrent Gaël, certains clairement curieux de la femme à ses côtés. Il n'était pas courant de le voir accompagné à ce type d'événement. « Monsieur Mendonça, quel plaisir de vous avoir de nouveau parmi nous », salua le directeur de l'Institut. « Et voici Louise Campos, ma petite amie », présenta Gaël avec fierté. Elle coordonne le projet d'inclusion numérique de la Courneuve, l'un des lauréats de cette soirée. « Ah oui, un travail exceptionnel, mademoiselle Campos. Nous sommes impressionnés par les résultats obtenus en si peu de temps. » Louise remercia avec une grâce naturelle, sans montrer d'intimidation face aux personnalités importantes qui circulaient dans le lieu. Gaël l'observait avec admiration. Elle appartenait à n'importe quel environnement, non par son statut ou son apparence, mais par la force authentique de sa personnalité. La cérémonie se déroulait comme prévu, avec des discours formels et des présentations des projets bénéficiaires. Le projet de Louise reçut des applaudissements chaleureux lorsqu'il fut mentionné, surtout le récit de la manière dont des jeunes de la banlieue développaient des applications et des solutions technologiques après seulement 6 mois de formation. Pendant l'entracte, Gaël et Louise circulaient parmi les invités, coupe de champagne à la main, lorsqu'une voix familière retentit derrière eux. « Gaël Mendonça, quelle agréable surprise !» En se retournant, Gaël sentit son estomac se nouer. C'était Aline Sampaio, éblouissante dans une robe rouge de haute couture, des bijoux voyants ornant son cou et ses poignets. À ses côtés se tenait Richard Peixoto, l'entrepreneur en technologie qui avait fait don des ordinateurs pour le projet de Louise. « Aline !» répondit Gaël formellement. « Richard, comment allez-vous? »« Mieux que jamais, » répondit Richard, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au sourire calculé. « Au fait, connaissez-vous mon accompagnatrice? Aline a organisé tous les événements de mon entreprise ces derniers mois. »« Oui, nous nous sommes rencontrés brièvement, » dit Gaël, gardant son sang-froid. Les yeux d'Aline étudièrent Louise de haut en bas, l'évaluant avec une curiosité mal dissimulée. « Et voici, » demanda-t-elle, le sourire n'atteignant pas ses yeux. « Louise Campos, ma petite amie, » présenta Gaël, posant son bras autour de la taille de Louise de manière protectrice. « Louise, voici Aline Sampaio. » Les deux femmes échangèrent des salutations polies, mais Gaël pouvait sentir la tension dans l'air. Aline semblait confuse, essayant de comprendre comment cette femme apparemment ordinaire avait conquis l'un des célibataires les plus convoités de Paris. « Louise coordonne l'un des projets sociaux qui sont honorés aujourd'hui, » expliqua Gaël. « Ah, c'est intéressant, » commenta Aline avec un sourire condescendant. « J'ai toujours admiré les personnes qui consacrent du temps aux causes sociales. Moi-même, j'organise un bazar caritatif annuel. » Richard, percevant le lien, intervint. « Attendez, vous êtes la coordinatrice du projet d'inclusion numérique de la Courneuve. Notre entreprise a récemment fait don d'équipements. Un travail incroyable que vous faites. Merci pour votre soutien, » répondit Louise sincèrement. Les nouveaux ordinateurs ont complètement transformé notre capacité d'enseignement. Pendant que Richard et Louise conversaient avec animation sur le projet, Aline tira Gaël discrètement à l'écart. « Je ne t'aurais jamais imaginé avec quelqu'un d'aussi simple, » commenta-t-elle à voix basse. « Simple » répéta Gaël, haussant un sourcil. « Je préfère le terme authentique. »« bien sûr, » recula Aline, percevant le terrain dangereux. « Elle semble très intelligente. »« Elle est exceptionnelle, » affirma Gaël sans détourner le regard. « J'imagine que ça a été une grande surprise pour elle de découvrir qui tu es vraiment, » insinua Aline avec un sourire malicieux. « Comment ça ?» Gaël resta impassible, mais sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Oh Gaël, ce jour-là au café à Belleville, la Renault Clio 2008, les vêtements basiques, tu crois que je n'ai pas reconnu ton petit jeu ?» Son sourire était maintenant presque prédateur. « Tu testais si je m'intéresserais à toi sans ton argent, et maintenant tu es avec elle. Dois-je en déduire qu'elle a réussi le test où j'ai échoué ?» Gaël resta momentanément sans voix. Il n'avait jamais imaginé qu'Aline ferait le lien.
Ce n'est pas vraiment ça, commença-t-il, mais fut interrompu lorsque Louise et Richard les rejoignirent à nouveau. Richard vient de m'inviter à présenter notre projet à la conférence sur la technologie éducative le mois prochain, annonça Louise radieuse. Ce n'est pas incroyable, Gaël. Merveilleux, répondit-il automatiquement, traitant encore la conversation interrompue avec Aline. Nous devrions retourner à nos places, suggéra Richard, consultant sa montre. La deuxième partie de la cérémonie va bientôt commencer. Et vous, Gaël, serez l'un des lauréats, n'est-ce pas? En retournant dans la salle principale, Aline murmura discrètement à Gaël « Elle est au courant de notre rendez-vous, de ta petite expérience sociale. » Avant que Gaël ne puisse répondre, ils furent séparés par la foule qui regagnait ses places. Pendant toute la deuxième partie de la cérémonie, il se sentit inquiet, préoccupé par ce qu'Aline pourrait dire si elle en avait l'occasion. Lorsque Gaël monta sur scène pour recevoir sa reconnaissance en tant que principal mécène de l'Institut, il vit Louise dans le public applaudissant avec une fierté sincère. Le contraste entre elle et Aline ne pouvait être plus évident. L'une célébrait ses réussites sans envie ni arrière-pensée, l'autre semblait toujours calculer des avantages personnels. Après la cérémonie, pendant le cocktail, Gaël garda Louise près de lui, essayant d'éviter une autre rencontre avec Aline. Mais l'inévitable se produisit lorsqu'ils allèrent aux toilettes séparément. À son retour, il trouva les deux femmes en train de converser dans un coin isolé. Son cœur s'accéléra lorsqu'il s'approcha et capta des fragments de la conversation. Puis il est apparu dans ce café bon marché avec une vieille voiture, disait Aline avec un rire supérieur. À l'époque, j'ai trouvé ça étrange, car son profil sur l'application avait de très belles photos. Maintenant, tout prend sens. Il testait si je m'intéresserais à lui sans connaître sa fortune. Le visage de Louise était impassible, mais Gaël connaissait bien ce regard. Elle était en train de traiter des informations, de relier les points. « Aline, je vois que Louise et toi faites plus ample connaissance, l'interrompit-il, essayant de paraître désinvolte. Nous avions une conversation fascinante sur les premières impressions, répondit Aline avec un sourire malicieux. Nous partagions des histoires sur la façon dont nous t'avons rencontré. Oui, confirma Louise calmement. Aline me racontait un rendez-vous que vous avez eu il y a quelques mois. Le regard qu'elle adressa à Gaël était impossible à déchiffrer. Pas de colère ou de blessure évidente, juste une intense curiosité analytique. « Si vous me permettez, » dit Aline, percevant la tension. « Richard me cherche. » Quand ils furent seuls, Gaël sentit le serrement familier à l'estomac. « Alors » commença Louise, sa voix contrôlée. « Aline était la raison de ton expérience sociale? Le rendez-vous qui a mal tourné dont tu as parlé? » « Oui, » admit Gaël, optant pour une honnêteté totale. C'est après être sorti avec elle que j'ai décidé de continuer avec l'idée de me présenter comme quelqu'un d'ordinaire. Et tu l'as délibérément choisi parce que son profil affichait un style de vie luxueux pour tester ta théorie sur les femmes vénales. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Oui, répéta-t-il, sans tenter de se justifier. Louise hocha la tête lentement, absorbant l'information. Je comprends. Louise, c'était avant de te connaître. Quand je t'ai rencontré, tout a changé. Je sais, répondit-elle à son grand soulagement. Puis étonnamment, un petit sourire apparut sur ses lèvres. Tu sais ce qui est ironique? Elle nous a vraiment rendu service en étant si brutalement honnête ce jour-là. Gaël cligna des yeux, confus. Comment ça? Si elle avait faim de s'intéresser à toi en tant que personne, peut-être que vous auriez continué à sortir ensemble. Tu ne serais jamais apparu dans le projet. Nous ne nous serions jamais rencontrés. Louise haussa les épaules. Parfois, l'honnêteté brutale des personnes superficielles est une bénédiction déguisée. Le soulagement que Gaël ressentit fut immense. Au lieu d'être blessée par cette nouvelle révélation, Louise parvenait à voir la situation avec une clarté et une maturité surprenantes. « Tu n'es pas fâchée que je ne t'ai pas parlé d'elle spécifiquement. J'aurais préféré le savoir avant. » « Oui, » admit Louise. « Mais je comprends pourquoi tu n'es pas entrée dans les détails. L'important est que maintenant je sais. » Elle marqua une pause. « De plus, après avoir vu comment elle se comporte, je comprends mieux pourquoi tu as commencé toute cette expérience. Ça doit être épuisant de côtoyer constamment des gens comme ça. » « Tu n'as aucune idée, » soupira Gaël, se sentant complètement compris. À ce moment-là, observant Aline de l'autre côté du salon, parfaitement apprêtée, calculant chaque interaction sociale, Gaël eut une épiphanie. Son expérience avait commencé comme un moyen de tester les autres, mais s'était avéré être un test pour lui-même.
Il avait appris davantage sur ses propres valeurs et priorités que sur la nature humaine en général. « On rentre à la maison ?» suggéra Louise, entrelaçant ses doigts dans les siens. « Dans quelle maison ?» demanda Gaël, sincèrement curieux de savoir laquelle elle considérerait comme « chez elle », son appartement à Montmartre ou son penthouse. « N'importe laquelle, tant que nous sommes ensemble », répondit-elle simplement. Alors qu'ils quittèrent le théâtre du Châtelet, Gaël remarqua Aline qui les observait depuis l'escalier, une expression indéchiffrable sur son visage parfait. Pendant un instant, il ressentit une pointe de pitié. Elle ne connaîtrait jamais la connexion authentique que Louise et lui partageaient. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» demanda Louise, alors qu'ils montèrent dans la voiture, la Porsche cette fois, car l'événement exigeait quelque chose de plus formel. « Quoi ? La façon dont tu me regardes exactement de la même manière que je porte une robe de gala ou un jean et un vieux t-shirt. » Gaël sourit, percevant la profondeur de cette observation apparemment simple. C'était vrai, son amour pour elle transcendait les apparences et les circonstances. « C'est parce que je te vois, la vraie Louise. Peu importe ce que tu portes. »« Exactement, » répondit-elle, lui serrant la main. « Et c'est ça qui compte, au bout du compte. Voir au-delà des apparences, au-delà des masques sociaux, voir la personne réelle. » Alors qu'il roulait dans les rues illuminées de Paris, Gaël réfléchit à la façon dont son plan original, un simple test pour identifier les femmes vénales, s'était transformé en un profond voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle. Et comment, dans le processus, il avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux que les millions sur son compte en banque. Quelqu'un qui le voyait et l'aimait pour qui il était vraiment. 1 an s'était écoulé depuis la rencontre avec Aline au théâtre du Châtelet. La vie de Gaël avait profondément changé durant cette période. Non pas en termes financiers, il restait aussi riche qu'auparavant, mais en perspective et en but. Un dimanche matin ensoleillé, Gaël préparait le petit déjeuner dans la cuisine de son penthouse, tandis que Louise dormait encore. Ils étaient rentrés tard la veille au soir, après la remise des diplômes de la première promotion complète du programme d'inclusion numérique. 22 jeunes de la banlieue parisienne avaient reçu des certificats de programmation avancés, et 3 d'entre eux avaient déjà des offres d'emploi dans des entreprises de technologie. Gaël sourit en se souvenant du discours émouvant de Louise lors de la cérémonie. « La technologie sans but humain est vide », avait-elle dit. « Ces jeunes n'ont pas seulement appris à programmer, ils ont appris qu'ils peuvent transformer leur propre réalité. » Toute la salle avait applaudi debout. L'arôme de café frais emplit l'appartement lorsque Louise apparut dans la cuisine, vêtue d'un de ses vieux t-shirts de la Sorbonne. « Bonjour », murmura-t-elle, encore somnolente, l'étreignant par derrière. « Bonjour, petite dormeuse », répondit Gaël, se retournant pour l'embrasser. « J'ai préparé ton café comme tu l'aimes. » Ils s'assirent sur le balcon, appréciant la vue sur la ville et le petit déjeuner simple. Pain complet, œufs brouillés, fruits frais. Un rituel dominical qu'ils avaient établi et que Gaël appréciait plus que les dîners dans des restaurants étoilés. « À quoi penses-tu » demanda Louise, remarquant son regard contemplatif. « À quel point ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré » répondit-il honnêtement. « À quel point j'ai appris à valoriser des choses que l'argent n'achète pas. » Elle sourit, tendant la main pour toucher la sienne sur la table. « Tu as aussi changé ma vie, tu sais. Tu m'as appris qu'il est possible d'avoir des ressources sans être consumé par elles. » C'était vrai. Ces derniers mois, Gaël avait réorienté une partie significative de ses activités financières vers l'impact social. Il avait fondé un institut qui finançait des projets éducatifs innovants, avec Louise comme directrice consultative. Ensemble, ils avaient étendu le programme original à 10 communautés différentes, en maintenant toujours l'essence d'un enseignement de qualité et d'opportunités réelles. Louise continuait d'enseigner les mathématiques à l'école publique et de coordonner les projets le samedi. Elle avait gentiment refusé l'offre de Gaël de travailler exclusivement pour l'Institut. « J'ai besoin de garder les pieds sur terre en classe », avait-elle expliqué. « C'est là que je comprends les besoins réels. » Quant à eux, en tant que couple, ils avaient trouvé un équilibre unique. Louise passait maintenant la plupart de ses nuits dans le penthouse de Gaël, mais gardait son petit appartement à Montmartre, pour ne jamais oublier d'où je viens, comme elle disait. Gaël respectait profondément ce choix, reconnaissant que son indépendance était une partie fondamentale de qui elle était. « J'ai une surprise pour toi », dit Gaël, se levant pour aller chercher quelque chose dans son bureau. Il revint avec une simple enveloppe blanche qu'il tendit à Louise avec un sourire énigmatique. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle curieuse.
Ouvre. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une clé et un document. Louise examina le papier avec une surprise croissante. C'est un acte de propriété? D'un bien immobilier dans le Marais? C'est un espace pour le nouveau siège de l'Institut, expliqua Gaël, assez grand pour abriter des salles de classe, des laboratoires informatiques et un espace de coworking pour les diplômés qui souhaitent lancer leurs propres projets. Les yeux de Louise se remplirent de larmes. Gaël, c'est incroyable, mais ça a dû coûter une fortune. Ça a coûté cher, confirma-t-il simplement. Et ce fut le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Regarde le bas du document. Louise tourna la page et haleta en lisant « Institut Campos Mendonça d'éducation technologique ». « Nos noms ensemble », murmura-t-elle. « Si tu approuves, bien sûr, » ajouta Gaël rapidement. « Je voulais que ce soit un vrai partenariat. Mes ressources, ta vision pédagogique. »« C'est parfait, » répondit Louise, se levant pour l'embrasser. « Merci de comprendre ce qui compte vraiment pour moi. » Cet après-midi-là, ils allèrent visiter le nouvel espace, un ancien entrepôt industriel entièrement rénové, avec de larges fenêtres qui inondaient l'environnement de lumière naturelle. Tandis que Louise marchait dans les pièces vides, planifiant déjà où se trouverait chaque section, Gaël l'observait, émerveillé par son enthousiasme. « Nous pouvons inaugurer dans 3 mois, avec le début du prochain cycle de cours, » commenta-elle, prenant des notes frénétiques sur son téléphone portable. « Nous devons embaucher plus d'instructeurs, établir des partenariats avec des entreprises pour des stages. » Gaël sourit, reconnaissant l'efficacité pragmatique qu'il admirait tant chez elle. Louise ne se perdait pas dans les rêves. Elle les transformait en plans concrets avec des objectifs et des délais. « Ah, et nous devons visiter quelques magasins de meubles, » continua-t-elle. « Rien de trop cher, mais fonctionnel et confortable pour les élèves. »« Pas de problème, » acquiesça Gaël. « Le budget est flexible. » Louise arrêta ses notes et le regarda sérieusement. « Gaël, je sais que pour toi l'argent n'est pas un problème, mais nous devons être efficaces avec les ressources. Chaque euro économisé sur des meubles de luxe peut signifier un élève boursier de plus. » C'était exactement ce type de perspective qu'il aimait chez elle, la capacité de voir au-delà de la surface, de prioriser ce qui comptait vraiment. « Tu as tout à fait raison. Tu décides comment gérer le budget. » En sortant de l'entrepôt, ils se promenèrent dans le Marais, profitant de l'après-midi du dimanche. Ils s'arrêtèrent dans un café simple, le genre d'endroit que Gaël n'aurait jamais fréquenté avant de la connaître, mais qu'il appréciait désormais pour son authenticité et son charme sans prétention. « Tu te souviens de notre premier café ensemble, à la boulangerie près de l'école ?» demanda Louise entre 2 gorgées de cappuccino. « Comment pourrais-je oublier? C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de spécial chez toi. » « J'avoue que j'ai aussi ressenti quelque chose de différent, » admit-elle. « C'était étrange comme tu semblais si à l'aise dans cet environnement simple, mais en même temps tu avais un raffinement naturel, comme si tu appartenais à 2 mondes simultanément. »« Parce que j'appartenais, » répondit Clément. « Je ne le savais juste pas encore. J'ai eu besoin de toi pour redécouvrir cette partie de moi. » Ils continuèrent à marcher jusqu'à une petite place où se tenait un marché d'artisanat local. Des artisans et des artistes indépendants y exposèrent leurs œuvres, tableaux, sculptures, bijoux faits main. Clément observa comment Louise interagissait avec les exposants, s'intéressant sincèrement à leurs histoires et à leur processus créatif. Dans l'un des stands, elle fut charmée par une bague artisanale, une pièce unique en argent avec une petite pierre bleue inhabituelle. « C'est une aigue marine des Alpes françaises », expliqua l'artisan à un monsieur aux cheveux gris. « Chaque pierre a un motif d'inclusion unique. »« C'est magnifique, » commenta Louise en essayant la bague. « Elle te va à merveille, » observa Clément, remarquant comment la couleur de la pierre complétait ses yeux. Lorsque Louise s'éloigna pour voir d'autres pièces, Clément acheta discrètement la bague, la glissant dans sa poche. Une idée commençait à se former dans son esprit. Le soir, il emmena Louise dîner au restaurant italien du quartier de la Bastille, où ils avaient eu leur premier rendez-vous officiel. L'endroit était resté le même, chaleureux, familier, avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin vide. « Pourquoi ai-je l'impression qu'il se passe quelque chose de spécial aujourd'hui ?» demanda Louise avec un sourire intrigué. « Je ne peux pas simplement vouloir un dîner romantique avec ma petite amie ?»« Si, tu peux. » Elle plissa les yeux, méfiante. « Mais je connais ce regard. Tu manigances quelque chose. » Clément rit, prenant sa main sur la table. « Il y a 1 an, tu m'as donné une seconde chance, même après avoir découvert toute la vérité à mon sujet. Ce fut le jour le plus important de ma vie.
Pour moi aussi, répondit-elle doucement. Faire à nouveau confiance n'a pas été facile, mais ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise. Avant de te connaître, j'avais tout ce que l'argent peut acheter, mais rien de ce qui compte vraiment, continua Clément. Tu m'as appris que la valeur des choses ne réside pas dans leur prix, mais dans leur signification. Pendant qu'il parlait, il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Le cœur de Louise s'accéléra visiblement. « Ce n'est pas ce que tu penses », se hâta Clément de dire, ouvrant la boîte pour révéler la bague artisanale du marché. « Ou plutôt, c'est et ce n'est pas. »« C'est la bague du marché », observa Louise, surprise. « Oui, j'aurais pu acheter une bague en diamant dans une joaillerie de luxe, mais celle-ci a bien plus à voir avec notre histoire. Elle est unique, authentique, faite avec une matière première des Alpes françaises par des mains talentueuses. » Il marqua une pause. « Comme notre amour. » Il sortit la bague de la boîte et prit la main gauche de Louise. « Louise Lemaire, tu m'as transformée en une meilleure personne. Tu m'as appris que la vraie richesse réside dans les connexions honnêtes, le but partagé, le respect mutuel. Je t'aime pour tout ce que tu es. Ton intelligence, ton intégrité, ta passion de faire la différence. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes brillaient dans les yeux de Louise lorsqu'elle répondit sans hésiter. « Oui. 1000 fois oui. » Clément glissa la bague à son doigt, elle s'ajusta parfaitement. Autour d'eux, les autres clients du restaurant, qui s'étaient arrêtés pour assister à la demande, applaudirent avec enthousiasme. Le propriétaire, les reconnaissant comme des clients réguliers, s'approcha avec une bouteille de Prosecco. « Pour célébrer l'amour véritable », déclara le monsieur italien avec un large sourire. « C'est rare et précieux, plus que n'importe quel bijou. » Plus tard cette nuit-là, allongée sur le lit de l'appartement terrasse de Clément, Louise admirait la bague à la lumière de la lampe de chevet. « Elle est parfaite, » murmura-t-elle, « tellement plus significative qu'un énorme diamant. Nous pouvons choisir des alliances ensemble, si tu préfères quelque chose de plus traditionnel, » proposa Clément. « Non, je veux celle-ci. Elle raconte notre histoire. » Elle se tourna pour le regarder. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi. Comment tu as grandi? Comment tu as appris à valoriser les bonnes choses? »« Tout cela grâce à toi, » répondit-il, caressant son visage. « Non, » objecta Louise gentiment. « Tu as toujours eu ces valeurs en toi. Tu avais juste besoin de les redécouvrir, de te souvenir de ce qui compte vraiment dans la vie. » Clément réfléchit à cette observation. C'était vrai. Avant le succès financier, il avait été ce jeune idéaliste dans une Clio de 2008, travaillant dur pour construire quelque chose de significatif. D'une certaine manière, en chemin, il avait perdu cette essence. L'argent a une étrange façon de déformer notre perspective, commenta-t-il pensativement. Il fait croire que nous pouvons acheter le bonheur, la sécurité, même l'amour, mais ce ne sont que des illusions. L'argent n'est qu'un outil, répondit Louise, se blottissant dans ses bras. Il peut être utilisé pour le bien ou pour créer des vides encore plus grands. C'est l'intention derrière lui qui importe. Dans les mois qui suivirent, ils planifièrent un mariage simple au domaine familial de Louise en Touraine. Il n'y aurait pas d'ostentation ni d'extravagance, seulement la famille et les amis proches célébrant leur union sous les arbres du verger. L'inauguration de l'Institut Lemaire du Bois eut lieu 2 semaines avant le mariage. L'espace dans le Marais devint rapidement un centre de référence en éducation technologique inclusive. Des entreprises de technologie, impressionnées par la qualité de la formation offerte, se disputaient les élèves qui y étaient formés. La veille du mariage, Clément trouva Louise assise sur la véranda de la maison principale du domaine, observant le coucher du soleil. Il s'assit à côté d'elle, partageant le moment dans un silence confortable. « À quoi penses-tu » demanda-t-il finalement. « À quel point la vie est pleine de rebondissements » répondit-elle, souriant. « Il y a un peu plus d'1 an, j'étais juste une professeure essayant de faire la différence avec des ressources minimales. Maintenant, nous sommes sur le point de nous marier et nous dirigeons un institut qui transforme des centaines de vies. Et tout a commencé par une expérience sociale, réfléchit Clément. Quand j'y pense maintenant, ça semble si stupide. Ce n'était pas stupide, corrigea Louise. C'était l'univers qui conspirait en ta faveur. Si tu n'avais pas fait ce test, si Aline n'avait pas été si brutalement honnête à propos de tes valeurs matérialistes, peut-être n'aurais-tu jamais cherché quelque chose de différent. Nous ne nous serions jamais rencontrés. C'était une perspective fascinante. Comment des décisions apparemment erronées pouvaient mener à des résultats extraordinairement positifs. Tu sais ce que j'ai appris de tout cela ? Continua Clément. Que la vraie richesse réside dans les expériences partagées,
la croissance mutuelle, la capacité de faire la différence ensemble, et que l'amour véritable ne voit pas le compte en banque, la voiture ou les vêtements de marque, compléta Louise. Il voit le cœur de la personne, ses valeurs, ses actions quand personne ne regarde. Le lendemain matin, sous un ciel bleu parfait de printemps, Clément attendait à l'hôtel, improvisé entre les arbres fruitiers. Lorsque Louise apparut dans une simple robe de dentelle, marchant entre des rangées de chaises occupées par des personnes qui se souciaient sincèrement d'eux, il sut avec une certitude absolue, tous les millions du monde ne valaient pas ce moment. Le célébrant, un vieil ami de Louise, parla d'union, de respect et de construction commune. Mais ce furent les mots des mariés eux-mêmes dans leurs vœux, qui émurent tout le monde. « Je promets de t'aimer non pour ce que tu as, mais pour ce que tu es, » déclara Louise. « Pour ta bonté, ta vision, ta capacité à grandir et à apprendre, pour voir au-delà des apparences et valoriser ce qui compte vraiment. Et je promets de ne jamais oublier que ma plus grande fortune est ton amour, » répondit Clément, la voix nouée par l'émotion. « Je promets d'utiliser toutes les ressources que nous avons pour construire un avenir plus juste et humain. Et surtout, je promets d'être toujours honnête, avec toi et avec moi-même, sur ce que je valorise réellement dans cette vie. » Quand ils échangèrent leurs alliances, de simples anneaux en or faits par le même artisan du marché, le cercle fut complet. L'expérience sociale qui avait commencé comme un test du caractère d'autrui s'était transformée en un profond voyage de découverte de soi et d'amour véritable. En regardant Louise, maintenant son épouse, Clément comprit enfin. La réponse qu'il cherchait n'était pas de découvrir qui l'aimerait indépendamment de l'argent. Il s'agissait de redécouvrir sa propre capacité à aimer sincèrement, à valoriser ce qu'aucune fortune ne pourrait acheter. Et cela, réalisa-t-il avec une clarté absolue, était la plus grande richesse que l'on puisse posséder.